Rien ne saurait gâcher le triomphe de Donald Trump, ni les doutes de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ni la circonspection des médias US. Le président américain doit absolument être présenté comme un futur prix Nobel de la paix. La paix par la force. Mais qu'en est-il vraiment derrière cette avalanche de superlatifs venus des États-Unis? J'en parle avec Hélène Kuntz. Bonjour Hélène. Bonjour. Vous êtes la consultante États-Unis de BFM TV et Jean-François Di Meglio, président du conseil d'orientation d'Asia Center ou d'Asia Centre CEO et fondateur de DMEF. Asia Centre, déjà on a eu une idée peut-être de la réponse au mois des Asiatiques à ce titre qui sert plutôt d'autoproclamation de maître du monde. Hélène, vous avez vu comme moi la semaine dernière, parmi les multiples images dans le bruit et la fureur, de ce tapis de tulipes. C'est une métaphore, évidemment, déposée à La Haye pour l'arrivée de Donald Trump. C'était le sommet de l'OTAN. Oui. C'est presque une caricature de sommet. Ça a été réduit à 3 heures, allez, 4 photos et douches comprises. Pourquoi? Pour ne pas brusquer celui qui venait d'obtenir la paix, ou en tout cas un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Avant cela, il avait claqué la porte d'un G7. Le G7 s'était autodissous quasiment au Canada. Est-ce que Trump fait peur aujourd'hui? Alors, il interpelle et il fait bouger les lignes. Ça, c'est pour le moins on peut le dire aux États-Unis. Je me demande si nos partis politiques peuvent en sortir indemnes de ce deuxième mandat. Pour un homme fort, il est terriblement sensible et susceptible. Et je pense que, heureusement, on a le passif aux États-Unis de ne pas avoir affaire avec ce type de personnage. Donc, le contraste là, même avec tout type de républicains et tout type de conservateurs. Donc, pour ma Est-ce que vous avez senti de la peur ou de la crainte chez ces, pas chez les voisins, mais chez les autres membres de l'OTAN? Justement, est-ce arrivé à... Non, je pense que les autres membres de l'OTAN ont bien cerné le personnage et à temps. Et donc, ils peuvent prendre des décisions en le court-circuité. Mais de toute façon, dans le mouvement MAGA, Donald Trump a promis d'être isolationniste. Là, il se heurte à la réalité. Mais en tout cas, à la base, sa promesse, c'était America First. Et son interprétation de ça, c'était l'isolation du monde. Jean-François Di Meglio, encore une fois, c'est votre regard aussi, vu de loin, et on verra évidemment ce qu'en pensent notamment les Chinois qui sont restés relativement silencieux dans cette séquence. Lorsque vous avez vu ces images, justement, à la fois du G7, où on comprenait relativement bien les raisons, d'un homme qui quitte une réunion qu'on a mis des mois et des mois à caler. Les agendas présidentiels sont évidemment difficiles à harmoniser, et derrière cette réunion où finalement le seul bienfait, ça a été de faire en sorte qu'il y ait une réunion jusqu'au bout et un communiqué avec le plus petit dénominateur commun. Oui, vous avez parlé de G7. En fait, le risque, c'est qu'on ait un G0. Avec une absence totale de concertation. Si on revient sur l'OTAN, si on revient effectivement sur le G7, il faut voir aussi en creux la capacité de quelqu'un à occuper le terrain quand d'autres personnalités sont dans le doute. En fait, il y a un opportunisme extraordinaire du leadership américain après une période où effectivement on avait toutes les raisons de voir ce leadership se diluer. On avait la montée en puissance naturellement de la Chine, l'interlocuteur traditionnel. Ceci étant dit, c'est vrai que la remontée en puissance des États-Unis, vue justement du point de vue que vous sollicitez, c'est quelque chose qui est au tournant du premier mandat Trump et peut-être même un peu avant avec Obama. Il faut se souvenir que 2013, du point de vue chinois, c'est le lancement des routes de la soie. 2015, eh bien, c'est l'échec en fait du TPP, du Trans-Pacific Partnership. Et donc, à la suite de ça, on a effectivement une prise de conscience des États-Unis. Alors, cette prise de conscience, elle est extériorisée de façon par un personnage qui surjoue cette prise de conscience. Mais effectivement, c'était déjà là. Ce qu'on peut déplorer probablement, c'est de ne pas avoir de rôle modèle, de personnalité équivalente en face. Il occupe le terrain. Vous avez mis le point, sur justement quelque chose qui change par rapport au-delà du caractère, c'est que tout ce que ses prédécesseurs se refusaient à faire, notamment sur le Moyen-Orient, eh bien,
il le fait. Ses prédécesseurs, y compris Trump 45, où il parlait beaucoup sans aller jusqu'à la concrétisation. Oui, alors, sans aller jusqu'à la concrétisation, on a beaucoup parlé de la paix en Ukraine, on est en train de parler de la paix au Moyen-Orient. La grande question qui reste en suspens, c'est naturellement la concrétisation. Et puisque vous avez parlé de la Chine, effectivement, le jeu que jouent les Chinois, c'est celui de la stabilité. Nous avons effectivement une trajectoire. Elle est visible. Nous parlons de façon claire. En face, on a quelqu'un qui annonce... Vous dites nous, les Chinois. Les Chinois. En face, on a quelqu'un qui annonce, mais qui n'est pas toujours au rendez-vous des annonces qu'il a faites, et puis qui demain peut dire le contraire. Donc, il y a la montée en puissance en force, et puis il y a, vous vous souvenez de l'adage de Deng Xiaoping, saisir le bon moment, qui est d'ailleurs un adage qui remonte à l'époque Tang. On oublie de rappeler que ce n'est pas Deng Xiaoping qui a trouvé cet adage. Hélène Kounce, tout de même, on avait l'impression que les Occidentaux, et encore une fois on pourra sortir parce que ce n'est pas l'idée d'avoir un prisme simplement européen, on avait l'impression que les Européens, parlons d'eux, avaient une espèce de logiciel en tête, celui de Trump, que jusqu'ici il pouvait faire beaucoup de bruit sur des dossiers ultra sensibles, je pense notamment à la Corée du Nord pour garder un dossier nucléaire, mais que finalement ils allaient retomber un petit peu sur leurs pattes parce que grand diseux, petit faiseux, comme on dit dans le nord de la France. Et là, on a l'impression qu'ils ont quand même été plus que surpris. Il y a eu pas du choc et de l'effroi, mais du bruit, de la fureur, parce qu'il a fait ce qu'il comptait faire. Et il a fait ce que d'autres se refusaient à faire, avec peut-être d'ailleurs un peu d'hypocrisie, notamment du côté des démocrates. Alors, on voit le contraste avec Trump 45, qui était tout de même contenu par nos forces de contre-pouvoir. Et là, c'est une Trump 47 qui est très revanchard, qui est forcément sur un dernier mandat. Et vous savez, on ne sait pas s'il va bien. Alors, c'est toujours un peu sensible, n'est-ce pas? C'est très indécent de parler de l'âge, mais tout de même, on a tout un congrès, d'ailleurs, qui est populé des octogénaires. Et puis, on a, si vous voulez, aux États-Unis, ce qu'elle s'appelle la règle Goldwater, qui a été fait lors de l'époque de Barry Goldwater, qui était candidat à la présidentielle en 1964. Et publiquement, ouvertement, tout un groupe de psychiatres se sont permis de diagnostiquer publiquement. Et depuis, c'est complètement exclu. Si vous voyez, donc on peut voir des choses, on peut s'interroger sur son état réel de capacité. Mais le fait est que là, il est allé au bout. Cesser le feu ou pas de paix, mais fin de la guerre, il est allé au bout. Dans cesser le feu, j'entends juste des mots. Vous savez, ils ont vidé de leur substance tous les corps diplomatiques. Et il est pour un régime autoritaire où les autres n'ont aucun rôle à jouer. Donc, il peut avoir des mots, mais si tout de suite derrière, il y a des bombardements ou d'autres actes, ce n'est pas à ce point conclu. Et c'est pour ça que je me permets de dire, je pense que dans sa tête, c'est fait, mais sa tête ne correspond guère et de moins en moins à la réalité sur place. Oui, alors l'idée, c'est également son administration, à commencer par son vice-président, J.D. Vance, qui, lui, n'a semble-t-il pas de problème psychologique, il a la quarantaine. Oui. Et il a inauguré cette nouvelle doctrine. Je paraphrase en étant un peu plus trivial, mais c'est ce que ça veut dire. Désormais, les États-Unis, c'est on vient, on gagne et on s'en va. Il y a quand même une volonté, justement, d'essayer de répéter tout ça. Personne n'en a parlé, ou très peu. On a fait un peu sur BFM TV. Lorsque vous avez eu les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la République démocratique du Congo, Donald Trump est arrivé au dernier moment. Il y a beaucoup de cobalt, gardons-le à l'esprit, du côté de la République démocratique du Congo. Mais ce côté, on est isolationniste, mais hop, de temps en temps, on occasionne quelques secousses et on s'en va. Ça peut se répéter encore, ça ? Alors, oui, enfin, je pense que les annonces vont toujours se répéter. Et ça se saurait si c'était à ce point simpliste. Donc, c'est peut-être dommage pour un J.D. Vance qui, tout de même, est plutôt très instruit. Il doit comprendre le monde dans toute sa complexité. Donc, ça parle beaucoup, mais on va voir si ils arrivent à concrétiser dans la durée. Souvent, la diplomatie, c'est tout à fait ça. C'est pas des effets d'annonce.
Oui, mais à l'heure américaine, lorsque vous avez des midterms ou des élections présidentielles tous les 2 à 4 ans, Oui. ça n'est pas un problème finalement si sur le temps long. Alors, sur ce coup-là, peut-être ça sera à ce point un problème. Vous savez, hein, l'arrivée de Donald Trump, ce deuxième mandat, coïncide avec une réelle crise de civisme aux États-Unis. Et il a su s'en servir. Moi, j'aime pas quand les gens disent que Donald Trump est bête ou quoi que ce soit. C'est impossible. Il comprend le monde, mais il se sert des situations plutôt efficacement. Donc, ma préoccupation pour les midterms de 2026, ce sera avec tous ces efforts de faire taire le vote, tous ces efforts de dessiner les cartes électorales. Il ne supporte pas de perdre en bonne et due forme. Donc, j'ai bien peur pour ces élections qui peuvent être, alors, je me garde bien du mot, c'est pas truqué, mais qui sont mises à mal. Par exemple, l'une des rares choses que le Congrès actuel a voté, ça s'appelle le SAVE Act, Save, sauver. Ça a l'air bien comme ça. Sauf qu'il y aura des millions de femmes qui auront du mal à voter. Mais ça ne vise pas les femmes. Si, parce qu'il faut que la pièce d'identité match l'acte de naissance. Donc, une femme mariée risque d'avoir des difficultés. Vous voyez, tout ça, ce sont des efforts pour faire taire le vote, ce qui est dommage. On doit avoir des taux de participation plus élevés et non pas plus faibles. Jean-François Di Meglio, je ne vous demande pas si en Asie, on estime que Donald Trump est le maître du monde. Est-ce qu'il y a quand même des leçons qui sont tirées parce que les Chinois, notamment, puisqu'on parle d'une autre puissance énorme mondiale, ils observent tout ça, prennent des notes. Sur la dernière séquence, notamment sur tout de même une violation du droit international avec les frappes israéliennes, mais évidemment, on ne va pas justifier le programme d'enrichissement nucléaire militaire de l'Iran. Qu'est-ce qu'il tire comme leçon? Non, encore une fois, je crois que on a des Asiatiques en général et des Chinois qui jouent le temps long. Ça, c'est une constante. C'est quasiment un proverbe. En Afrique comme en Asie, les Occidentaux ont les montres et nous avons le temps. Nous avons le temps, oui, c'est ça. C'est-à-dire que sur des sujets où, au moment où on parle, la Chine en particulier n'a pas les moyens d'agir, et sur le Moyen-Orient, c'est quand même patent. C'est-à-dire que la Chine a été très embarrassée par la situation de l'Iran, parce que même si elle a des intérêts extrêmement forts en Iran, il faut se souvenir que 90% du pétrole iranien va en Chine, et seulement 10% du pétrole importé par la Chine vient d'Iran. Donc elle a des intérêts, l'Iran a des intérêts encore plus forts à ce que la Chine le soutienne, mais en même temps, devant cette poudrière, la Chine n'a pas totalement le réseau diplomatique et l'expérience, la longueur de l'expérience que les États-Unis ont. Il y a une autre dimension qui est que la Chine n'est pas dans une phase extraordinaire en ce moment. Elle a beaucoup besoin de l'Occident. En fait, on n'a pas encore parlé de l'Europe, il faut toujours en parler un petit peu. Devant cette situation où Trump a réussi une chose vis-à-vis de la Chine, 45, mais aussi 47, c'est réduire le déficit commercial américain. C'est-à-dire que la Chine a augmenté son excédent commercial vis-à-vis du monde, mais l'excédent commercial vis-à-vis des États-Unis s'est réduit. Donc, qu'est-ce qui va rester à la Chine? S'intéresser de plus en plus à l'Europe. Et donc, c'est là qu'effectivement, je reprends un peu le propos que j'avais tout à l'heure, en face de ces super leaders qu'on a, y compris Xi Jinping, la carence de l'Europe, c'est d'avoir une voix beaucoup plus forte. Ensuite, encore une fois, dans la durée, dans la réalisation, moi, ce que je vois, sans être naturellement les yeux rivés à ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'il est en train quand même de retourner la situation. On a parlé de la diplomatie, mais sur un point qui est extrêmement important pour ses électeurs, c'est Wall Street. C'est effectivement cette bourse qui était quand même un peu en péril pendant les premiers mois de Trump, où on avait l'impression qu'un risque de récession pouvait miner l'adhésion de l'électeur américain. Là, ça repart. Alors, c'est assez étonnant ce que vous me dites, Jean-François Di Meglio. Je ne vous avais pas posé la question, parce qu'en tant que spécialiste de la Chine, je m'attendais à être contredit. Mais alors, Trump est vraiment le maître du monde en ce moment? Disons que, comme beaucoup de Français, on a un fond de scepticisme devant ce style, devant cette rhétorique. Mais il faut quand même être objectif, voir que cet échec du G7, c'est pas
forcément Trump qui l'a orchestré, c'est qu'effectivement, ce G7 représente quelque chose qui est de plus en plus contesté, pas simplement par Trump, mais encore une fois, pour revenir sur l'Asie, par des pays qui considèrent qu'ils sont des économies plus importantes que le G7. C'est-à-dire que l'Inde, de nos jours, devrait faire partie du G7. La Chine aussi. Et donc, ils se disent, mais pourquoi ? Eh bien, ils disent la même chose que Trump. Donc, finalement, il y a un certain alignement entre ce que pensent ces leaders très forts en Asie et ce que dit encore plus fort Trump. Et là, on va tirer un petit peu le fil, c'est-à-dire qu'il y a la volonté, certes isolationniste, mais aussi un peu hégémonique de Trump d'être, voilà, si ce n'est le maître du monde, au moins que son peuple soit le maître du monde. Mais là aussi, il y a une question de pragmatisme, c'est que la nature géopolitique a horreur du vide, comme le reste, et que vous n'avez pas en face de structures assez fortes. On peut parler de l'Europe, on peut parler des organisations internationales comme l'ONU, c'est aussi ça. Donc peut-être que Trump, maître du monde, c'est finalement un symptôme encore plus qu'une volonté des MAGA. Alors oui, mais Trump, maître du monde, n'est pas réellement à ce point suivi aux États-Unis. Il est au plus bas dans les sondages depuis le jour de son inauguration. D'ailleurs, c'est des plus bas depuis qu'on fait des sondages. Donc, si vous voulez, effectivement, ce qui était problématique lors de son élection, c'est que Kamala Harris a eu 75 millions de votants, Donald Trump a eu 77 millions de votants, mais il y avait 80 millions de personnes qui n'ont pas jugé bon de voter au vu de la situation. C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai parlé de cette crise de civisme. Mais bon, vous avez vu que Kamala Harris, elle s'est frotté les mains depuis, on ne l'entend plus. Bah, c'est normal, c'est normal. C'est normal. En France, ce ne serait pas le cas, mais okay. Peut-être des politiques professionnels. Mais vous avez raison, il y a d'autres corps qui auraient dû intervenir. On voit de plus en plus, par exemple, les juges qui s'expriment. Mais c'est parce que Donald Trump leur donne énormément de choses à regarder. Alors, vous savez, pour le changement sociétal, je pense il y a quelques week-ends, quand c'était la parade militaire aux États-Unis, de manière concomitante, il y avait aussi une manifestation vraiment jusqu'à dans 2000 villes, le fameux No Kings, pas de roi. Et les États-Unis ont réussi de manière très organique mobiliser à peu près 3% de la population. Là, tout d'un coup, tout le monde s'est réveillé. Dommage, il fallait juste aller voter, mais bon, c'est trop tard là. Donc, si vous voulez, avec à peu près 3,5% de la population, avec une insistance de manière soutenue, évidemment de manière paisible, sans armes. Si la résistance à Trump peut perdurer de cette manière-là, effectivement, c'est un réel signal à lui, mais aussi au monde. Lui, il ne changera pas, mais peut-être sa capacité de faire ce qu'il veut faire, en tout cas sur le plan domestique, sera là. Mais quand il part à fond, lorsqu'il construit de nouveaux mâts avec un drapeau immense de chaque côté, sud et nord de la Maison-Blanche, lorsque vous avez un secrétaire d'État comme Pete Hegseth qui prend un témoin en les pointant du doigt, chacun des journalistes présents de la défense, comment chacun des journalistes présents en conférence de presse pour dire vous devriez être fiers de nos pilotes, ça ne touche pas au-delà de la sphère MAGA, beaucoup d'Américains de se dire « Ah bah ça y est, notre pays est quand même considéré comme il devrait l'être dans le monde. On a la meilleure armée du monde, on a une opération à la Top Gun et les drapeaux sont sortis. » Alors, c'est pas à ce point direct. C'est-à-dire, la lecture de beaucoup d'Américains, c'est ils s'en servent pour des fins personnelles. C'est dur de faire la part des choses entre quelqu'un qui est à ce point égoïste, égocentrique, etc. Et puis, quand il y a un truc chouette qui arrive, on va dire, c'est génial, c'est lui. Ça ne va pas à ce point ensemble, non. Jean-François Di Meglio, on est aussi dans la diplomatie de l'immédiat. Vous avez fait vraiment le panégyrique, je dirais presque, du temps long chez les Asiatiques. Oui, mais eux aussi doivent s'adapter, non, à cette diplomatie de l'immédiat, à force de se dire, bon, ça avance par à-coup, il y a quand même une occupation de l'espace médiatique mondial qui ne peut que perturber. Ça, c'est clair. On ne peut pas nier que, on le voit bien, rappelez-vous, quand on venait ici, on parlait tout le temps de la Chine. Parce que la Chine se faisait entendre. Il y a quelques années, effectivement, l'Asie était la puissance montante. Même nos présidents, encore une fois, se précipitaient en Chine à chaque fois qu'ils faisaient un voyage en Asie. Qu'est-ce que notre président est allé faire ? Il est allé faire tout sauf la Chine. Le mois dernier, l'Indonésie, au dialogue Shangri-La. Donc, la Chine n'est plus
omniprésente comme elle l'était. Mais encore une fois, si vous voulez, il y a deux niveaux d'attention et deux niveaux de temps. Ça n'est pas parce qu'elle apparaît moins ces temps-ci qu'elle elle disparaît. Il y a quand même un phénomène. Et ça, c'est aussi lié à ce qui se passe aux États-Unis. Vous vous souvenez qu'il y a 5 ou 6 ans, ou 10 ans, ou 15 ans, on tirait des traits sur la croissance des différents pays, et puis il y avait des personnes qui disaient c'est en 2045 que la Chine sera la première économie du monde. Non, c'est en 2040. Non, c'est en 2035. Je fais un petit calcul. Si on regarde les PIB bruts, hein, on ne parle pas du PIB par habitant, de la parité de pouvoir d'achat, le PIB brut. Il faudrait qu'il y ait un différentiel de 2,5% de croissance pendant 20 ans pour que la Chine, finalement, devienne le premier PIB du monde. 2,5%, on n'est pas du tout sûr que ça se maintienne. Donc M. Trump, il a peut-être aussi ces statistiques sous les yeux. Il a peut-être regardé, il se dit, si j'arrive à faire ne serait-ce que 2% et que les Chinois, comme ils sont sur le chemin de le faire, tombent à 3,5%, voire 3%, eh bien écoutez, on reparlera encore des États-Unis dans quelques temps. Alors juste pour rebondir quand même sur la question que Patrick a posée, moi la question que j'ai envie de poser quand même, c'est, on dit l'Amérique, mais quand on regarde aussi ce qui se passe d'un point de vue ethnique, est-ce que c'est pas là qu'il y a quand même, vous avez parlé effectivement des barrières, est-ce que c'est pas là quand même qu'il y a le plus grand danger sur l'unité des États-Unis, c'est-à-dire l'origine des populations américaines et le fait que dans quelques années, eh bien, le substrat d'électorat de Trump, tout simplement, du point de vue des origines, ne sera pas majoritaire. Alors, ça, j'apprécie la question parce qu'on n'est pas sur un raisonnement ethnique aux États-Unis. On est sur un raisonnement plutôt racial. Et c'est différent parce que les choses raciales étaient dans nos textes de loi. C'est pour ça qu'on peut en parler de manière très, très relaxe quand on parle des États-Unis. Ça ne se fait pas du tout en Europe. Donc, le fait que dans certains États, effectivement, que vous avez une grande chance d'être né avec des origines asiatiques, noires ou hispaniques aux États-Unis, je ne pense pas que c'est tout à fait comme ça que ça se dessine. Quand on est aux États-Unis, d'ailleurs, c'est Ronald Reagan qui l'a dit, on n'est pas du tout sur ces problèmes ethniques, on est sur des problèmes d'intégration des peuples immigrés. Et c'est très ironique, je trouve, que le cas de Donald Trump, parce que lui-même, il est petit-fils d'immigrés. Ses épouses, c'était des personnes immigrées, vous voyez. Donc, c'est plutôt ça, c'était ça l'idée de melting pot. Ce n'était pas des lignes raciales, ethniques, c'était racial. Sur les droits de douane, parce qu'une séquence en chassant l'autre, on va tout de même pas oublier, et c'est pour ça aussi qu'on pensait tout de suite à la Chine lorsqu'on se posait justement avec notre équipe, le sujet de la domination du monde. On en est où ? Je vous pose la question, Patrick. Tout le monde veut savoir. Pour s'y retrouver, ils sont si débordés que ça. Je vous avoue qu'on suit ça d'aussi près que possible. Ouais. Et si vous me demandez si les droits de douane applicables aujourd'hui sont ceux qui vont être appliqués dans 45, dans 60 ou dans 70 jours, si vous me demandez si TikTok sera américain d'ici un mois... Je vous pose alors plutôt la question du rapport de force. On en est où en ce moment ? Écoutez... J'ai cité le chiffre de diminution de l'excédent chinois. En termes de rapport de force, il y a un autre élément qui fait face à l'excédent chinois. C'est-à-dire, oui, Trump a réussi à réduire l'excédent chinois. C'est vrai. Mais pourquoi est-ce qu'il a rétro-pédalé il y a 2 mois ou quelque chose comme ça, à la veille d'une adjudication des bons du Trésor ? Eh bien, aujourd'hui, les Chinois sont derrière les Anglais en termes d'achat de bons du Trésor américain. Donc là, vous voyez, il y a quand même un petit levier qui a fonctionné et qui fait que de semaine en semaine, on vous dit il y a tel ou tel droit de douane qui va être levé, il y a telle ou telle échéance qui va être repoussée. Et là, on en arrive vraiment à la question qui a été posée depuis tout à l'heure, est-ce qu'il fait ou est-ce qu'il parle ? Il fait, mais il parle aussi beaucoup. Et parfois, ce sont des paroles tout à fait contradictoires. Vous voyez, la parole de Donald Trump n'est pas fiable. Et donc, on peut avoir des hausses boursières, pourquoi pas, mais si vous voulez, rien n'est stabilisé là. Et ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas de rigueur. Donald Trump ne lit pas, ça se sait, ses propres équipes le disent.
tous les matins, il y a un brief présidentiel. Et jusqu'alors, tous les présidents avaient à cœur à savoir qu'est-ce qui se passait dans le monde. Mais il a dit, bah, ce truc-là, je l'ai lu une douzaine de fois, on est à 145 jours. Donc, si vous voulez, il ne se préoccupe pas avec discipline des affaires du monde et le niveau de sérieux dans le poste. Donc, ça va. Je vais vous bousculer un petit peu, Hélène Kuntz, parce que vous me donnez des réponses qui sont rationnelles et oui. véridiques, factuelles. Très bien, c'est ce pourquoi on vous invite aussi. Mais il y a justement une dose d'irrationalité en ce moment. Parce que Trump, effectivement, sur ces sujets-là, mais aussi lorsque la semaine dernière, il dit de toute façon, c'est calé, je vois les Iraniens la semaine prochaine. Ce lundi matin, il tweet ou il envoie sur son réseau social en disant « mais moi, j'ai rien à offrir à l'Iran et de toute façon, je ne leur parle pas ». Il se trouve qu'il y a à la fois ce que fait Donald Trump, mais il y a l'espace totalement tétanisé autour de lui. Et c'est pour ça aussi que je parle quelque part d'un homme qui serait le maître du monde. C'est qu'il est arrivé à une telle puissance médiatique que du coup, il n'a même plus besoin de bouger le petit doigt. Il suffit qu'Air Force One décolle ou qu'un tweet soit publié pour que le monde tremble. Ça, c'est vrai, je vous donne raison, mais quand même, il n'est pas seul au monde. Et il y a plein d'intérêts qui s'organisent contre lui ou autour de lui. Mais je vous l'accorde, dans le cas de Donald Trump, il est unique dans l'histoire des États-Unis. Hein. Donald Trump était célèbre et très connu pendant 40 ans avant qu'il ne soit élu. Vous voyez, il était auteur à succès avec Art of the Deal. Il était gérant des casinos à New Jersey. Il était promoteur immobilier. Il était star de télé-réalité. Donc, tout ça fait qu'il a toujours eu un côté tabloïd. Et il n'était jamais vertueux, ce qu'on attendait de nos autres politiques. Donc, il a su jouer ça. Et jusqu'alors, ça marche. Alors, je vous l'accorde, on est dans un immense feuilleton. Il a entraîné la terre entière dedans, mais ce n'est pas forcément la vraie vie. Et ses communiqués ne sont pas assez contestés.